Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. On continue ensemble cette série un peu particulière puisque c'est une série en partenariat avec la PPI. C'est une série de podcasts dans laquelle j'accueille des jeunes docteurs qui se sont lancés dans l'aventure intrépide de l'entrepreneuriat suite à leur doctorat. Aujourd'hui, on accueille Jérémy Adam. Alors Jérémy est jeune docteur en biomécanique et ingénierie pour la santé. Si Jérémy voulait au départ devenir professeur équestre, il est aujourd'hui président de sa propre société. On va découvrir ensemble son parcours atypique et qu'est-ce qui l'a lancé finalement à se lancer dans l'entrepreneuriat. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast Bien dans ma thèse avec moi. Je suis enchantée de te recevoir. Merci beaucoup. Bonjour Mathilde. Moi aussi, tout le bonheur est pour moi. C'est la première fois que je fais un podcast comme ça, donc allons-y chouette. Pour l'expérience. J'espère que ça va bien se passer. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de ton doctorat, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire ? Qu'est-ce que tu as fait avant ton doctorat ? Et si finalement ton entrée en doctorat était une chose que tu as souhaitée depuis très longtemps, ou est-ce que ça s'est proposé à toi par hasard ? J'ai un parcours un peu atypique, donc ce sera assez rigolo de voir comment j'ai rebondi. Et effectivement, le doctorat au début, c'était pas du tout ce que j'envisageais. Je vais pas remonter trop loin non plus, hein. Mais du coup, j'ai commencé mon parcours scolaire avec une formation bilingue allemand-français parce que je viens de Strasbourg. J'ai ensuite enchaîné avec un lycée qui est un lycée agricole. Parce que je souhaitais être moniteur d'équitation. Donc vraiment rien à voir avec la thèse au démarrage. Sauf que rapidement, en fait, on m'a orienté, on m'a conseillé, et puis on m'a dit que ce serait très intéressant de regarder pour faire des études de vétérinaire. Donc c'est comme ça que j'ai fait une prépa BCPST. Et puis en fait, la prépa, c'est quelque chose qui me convenait pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer BCBST ? BCPST, alors c'est biomathsup comme prépa, pour faire très simple. Ça me convenait pas du tout. En fait, on apprend plein de trucs. Justement, on apprend plein d'équations, plein de formules et tout qui n'avaient rien à voir avec le métier de vétérinaire que je voulais faire à la base. Et du coup, j'ai préféré passer par la fac. Donc j'ai fait une prépa intégrée par la fac, qui s'est très très bien passée. Sauf qu'au moment de passer le concours, alors je l'ai raté une première fois, et ensuite je l'ai passé en même temps en Allemagne, là où j'avais été reçu en Allemagne, et j'ai décidé de continuer sur la recherche parce que finalement la fac ça me plaisait bien et la recherche ça me plaisait bien aussi. Et du coup, je me suis orienté vers un master de recherche biomédicale. Donc ça va être un peu de banalité, mais c'était l'époque là où il y avait Iron Man qui sortait à la télé, etc. Et je me suis dit, ce serait super génial de faire pareil, c'est-à-dire d'inventer des gens bioniques et tout. Et du coup, le master que j'ai trouvé, qui était à l'université Paris-Descartes, qui s'appelait BME, master BME, me le plaisait beaucoup parce ça croisait à la fois la médecine d'un côté et de l'autre côté la technologie, qui sont deux trucs desquels je suis vraiment fan. Et puis effectivement, le vétérinaire que je voulais faire au début, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien de faire ça comme ça parce que je peux inventer plein d'autres trucs. Je ferai pas que soigner, en fait, je vais inventer des trucs qui vont aider plein d'animaux. À la base, c'était que ça. Sauf que du coup, j'étais dans une faculté de médecine, donc à Descartes, et donc là-bas, je me suis orienté de plus en plus vers l'humain. J'ai fait mes premiers stages de master à l'École nationale supérieure des arts et métiers, là où j'ai vraiment travaillé sur l'humain. Donc à la base, un projet de master sur des recherches sur la commotion cérébrale au rugby, et ensuite un second projet sur de la chirurgie sur mesure, donc qui était des vis et des plaques imprimées en 3D, et du coup sur lesquelles j'ai fait une étude en fait pour savoir quelle était l'efficacité de ces domaines. À la fin de mes stages de master, l'équipe d'enseignants m'a dit qu'ils aimaient bien la façon dont je travaillais, etc. Et puis ils m'ont proposé une thèse avec un industriel. Et du coup, donc c'était une thèse CIFRE que j'ai acceptée parce que ça me plaisait comme challenge, et surtout ça me permettait de me rentrer
bien dans le détail d'un problème en particulier. Avant de commencer ton doctorat, avant qu'on te propose, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà? Est-ce qu'on t'avait beaucoup parlé du doctorat pendant tes études ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose où tu avais commencé à t'intéresser par toi-même ou vraiment pas? Alors, si je reprends un peu l'historique de ce qu'il y avait avant, je pense que jusqu'au lycée, on savait pas ce que c'était un doctorat. Pendant le lycée, moi j'étais dans un lycée agricole. Là-bas, on n'a pas beaucoup parlé du doctorat non plus. C'est dès que j'ai débarqué au niveau de la fac. Là, oui, forcément, licence, master, doctorat. Donc là, je savais ce que c'était. J'étais pas certain de vouloir faire ça dès le départ, mais ça on en discutera après. Moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était ouvrir ma boîte. Si j'avais fait veto, j'aurais ouvert mon cabinet. Et puis si j'avais continué dans la recherche, j'aurais ouvert ma boîte. Et donc c'était pas le projet initial, non, de faire un doctorat. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton doctorat, donc nous expliquer le sujet de ta thèse et puis comment ça s'est passé pour toi? Alors, du coup, moi j'ai eu, un doctorat, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, il y a plein de trucs qui évoluent. Donc moi, mon sujet de thèse de base, c'était le développement d'une cage intersomatique sur mesure pour la chirurgie du rachis lombaire. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça fonctionne? En fait, c'est quand on a une pathologie discale, typiquement une hernie discale ou autre. Au bout d'un moment, on est obligé de remplacer le disque, enfin de le supprimer, et en fait, on vient placer des petites briques entre deux vertèbres, donc à la place du disque. Et cette petite brique, c'est une cage intersomatique. L'idée de la thèse et tout ce qui était innovant là-dedans, c'était de faire ça avec de l'impression 3D, donc de faire quelque chose qui était complètement sur mesure. Donc on imprimait ça en métal, et du coup je devais chercher en fait comment est-ce qu'on allait imprimer ça, quelle matière on allait utiliser, quelle allait être la façon de réaliser la chirurgie, etc. Enfin, c'était vraiment très intéressant comme sujet. Au bout d'une année de thèse, le sujet a été réorienté parce que je travaillais avec un industriel, c'était une thèse CIFRE, et l'industriel a choisi de ne pas continuer sur le rachis. Et en fait, dans mes recherches, j'avais développé des choses qui étaient très innovantes, qui ont permis de déposer des brevets, et du coup, on s'est réorienté là-dessus. En fait. C'est-à-dire que c'est moi qui leur ai proposé, en fait, si vous voulez, de passer sur ce sujet-là, et puis on a effectivement embrayé là-dessus après. Le sujet en question, donc, c'est la création d'une maille imprimée en 3D sur mesure pour le comblement des grands défauts osseux. Donc là, de nouveau, je fais un petit peu d'explication dans le texte. Donc ça, ce sont pour des patients qui vont avoir des grands défauts osseux. Un grand défaut osseux, c'est lorsqu'on va avoir une tumeur, par exemple, qui est au niveau moi c'était sur la mandibule, donc on a une tumeur par exemple au niveau de la mandibule, on retire cette tumeur et du coup il va rester un espace entre les deux. Cet espace il faut le boucher. La technologie actuelle, c'est d'utiliser la fibula. Donc, on va utiliser le péroné, qui est juste à côté du tibia, c'est le petit os. Le péroné, en fait, on va le découper en petits morceaux et puis on va refaire une mandibule avec. Comme ça, le patient, il peut de nouveau parler correctement, manger correctement, et surtout, il a un aspect physique qui est présentable aussi. Alors que si on lui laisse un gros trou ici, en fait, il peut pas parler, pas manger, et puis il peut pas non plus communiquer correctement avec les autres gens. Ma recherche, c'était de trouver un truc pour mettre dans ce trou qui est à la place de l'os. Et alors là, il y a eu pas mal d'échecs. Enfin, c'est le principe de la recherche. Donc j'ai essayé plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Oui, parce qu'en plus, tu as changé totalement de matériau parce que tu es passé du métal à autre chose, je suppose. C'est ça? Non, c'est toujours le métal. C'est toujours le métal. En revanche, j'ai changé d'aire géographique. Donc, effectivement, j'avais passé un an de ma thèse qui était déjà donc avec pas loin de 200 articles dans la bio et tout, qui était que pour le rachis. Et là, d'un coup, il a fallu que que je change de sujet et que je passe à la mandibule. Donc là, c'était effectivement assez compliqué. Et du coup, il a fallu repartir. Enfin, il y a des choses, comme je l'ai dit, hein, qui ont émergé en fait et qui sont devenues connexes. Mais par contre, il y a plein de choses qui n'ont pas resservi à rien. Cette maille, en fait, imprimée en 3D, donc je savais qu'il fallait que je fasse un truc qui allait combler les deux. Il a fallu chercher, il a fallu créer d'abord un cahier des charges. Donc, regarder dans la littérature qu'est-ce qui faisait qu'un os grandissait correctement, qu'est-ce qui était recolonisé. Donc quand on met quelque chose dans le corps humain, c'est pas forcément recolonisé par de l'os, donc il fallait savoir comment est-ce qu'on allait faire en sorte que ce soit recolonisé par de l'os. Une fois qu'on avait posé le problème, après il a fallu justement faire des essais, hein, c'est ce que je disais, donc là où il y a eu essais, échecs, etc.
Et j'ai eu pas mal de chance quand même. Il y a un moment, il y a un truc qui a très bien fonctionné et qui a conduit à un dépôt de brevet. Ça a été de créer une maille qui avait un comportement biphasé. Alors, un comportement mécanique classique, c'est quelque chose, c'est comme quand vous prenez un stylo ou autre, hein, quand vous allez le plier. En fait, le stylo, il va se plier, au bout d'un moment, il va devenir assez dur juste avant de casser. Ça, c'est le comportement mécanique classique. Là, il faut imaginer que la maille que j'ai développée, ce qu'elle va faire, c'est ça va se rigidifier. À ce moment-là, ça va pas casser, et ensuite, ça va devenir encore plus rigide une deuxième fois avant de casser. Ce qui fait qu'en fait, on a un palier, en fait, si vous voulez, dans la résistance mécanique. Et ça, aujourd'hui, c'était vraiment super intéressant parce que, en fait, ce qu'on veut faire pour parler de la colonisation osseuse, c'est la même chose que ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire que quand vous vous cassez le bras, vous avez créé une faiblesse au niveau justement au niveau de la fracture. Au niveau de la fracture, ce qui va se passer, c'est que vous avez les cellules osseuses qui sont vraiment à proximité de la fracture. Ils vont être très sollicités. Il va y avoir beaucoup de mouvements en fait à cet endroit-là, et du coup, pour être vraiment très imagés, ils sont excités, et du coup, ils vont produire de l'os à cet endroit-là, et du coup, ça va solidifier, et puis on n'aura plus de fracture à la fin. Là, on a voulu faire la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que mon petit morceau de métal que j'ai mis entre les deux morceaux d'os, il soit assez flexible pour que justement que les ostéoblastes ils soient assez excités. Et il faut pas qu'ils soient trop fragiles parce que si jamais ça se casse, c'est pas assez résistant. Et du coup, donc là, c'était tout l'intérêt de ça. Enfin, c'était un brevet, du coup, un brevet international. Et il y en a eu un deuxième ensuite qui était pour un appareil de fixation pour fixer cet élément. D'accord. Voilà. En fait, tu as réussi à développer un matériau qui avait une déformation élastique beaucoup plus accrue qu'à la normale, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a un palier. Voilà. Et du coup, en fait, toute la partie intéressante, en fait, était dans cette partie de reprise de charge. Donc, on a quelque chose qui est très souple d'abord et qui devient très dur ensuite. Super. Voilà. Bon, là, je vais m'arrêter parce que moi, je pourrais en parler des heures. J'adore ce sujet-là, mais bon, on va passer à la suite du podcast. Alors, du coup, c'est vrai que donc non seulement tu étais en CIFRE et en plus, voilà, tu as dû te réorienter après ta première année. Donc, c'est vrai que c'est deux contraintes assez particulières que sont la thèse CIFRE et devoir se réorienter. Comment tu l'as vécu finalement, ton doctorat? Est-ce que c'était une très bonne expérience? Est-ce que c'était pas vraiment ce que tu attendais? Ou au contraire, est-ce que ça s'est très mal passé pour toi? Alors, en fait, c'est encore une fois, c'est une histoire de phase. C'est-à-dire qu'au début, c'est super excitant. Donc là, c'est le moment où tout se passe bien et tout, c'est génial. Après, moi, j'ai eu la phase de réorientation qui était, c'était une opportunité qui a saisi la société et du coup, c'était pas moi qui ai pu en décider. Donc, du coup, là, à ce moment-là, il y a eu une grosse phase de doute et je me suis dit, bon, est-ce que, c'est pas du tout le sujet pour lequel j'ai signé pour 3 ans. Moi, j'aimais beaucoup le rachis, etc. C'était juste ce qui me plaisait vraiment beaucoup. Et du coup, me dire que j'allais travailler que pour la mandibule, ouais, c'était moins sympa. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais continuer, etc. Par contre, ensuite, comme j'ai dit, j'ai eu du bol, donc j'ai cherché pas trop longtemps en fait et j'ai trouvé assez vite et du coup c'est de nouveau super excitant à ce moment-là et du coup ça va vraiment très vite. Enfin moi du coup ma thèse elle a duré moins de temps qu'une thèse classique, c'est-à-dire que j'ai terminé en 2 ans et 7 mois ou 8 mois je crois, quelque chose comme ça, parce que justement en fait on a épuisé le sujet en fait plus rapidement que prévu. Il y avait beaucoup de production, il y avait beaucoup de choses, on a imprimé plein de choses. Et comment ça s'est passé ta relation avec tes directeurs de thèse aussi bien industriels que académiques? Pendant la thèse, ça s'est très bien passé. et ensuite, alors ça, il faudra que tu choisisses si tu le coupes ou pas. Mais ensuite, comme il s'agissait d'une thèse CIFRE, donc il y avait des brevets qui étaient déposés. Et puis moi, j'ai estimé que la rémunération que j'avais reçue n'était pas en adéquation avec celle qui aurait dû m'être versée par rapport à l'intérêt de l'invention. Et du coup, aujourd'hui, je suis en bisbille avec la société avec laquelle j'ai fait ma thèse CIFRE, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un super atout pour ce que je vous raconterai après. Et puis après, avec mes directeurs de thèse, par contre, j'avais vraiment une super bonne relation. J'avais un directeur académique, j'avais un directeur dans la société. Avec le directeur académique, j'ai toujours de très très bonnes relations. Avec le directeur de la société, forcément, ça s'est un peu dégradé. Mais bon, c'est que le côté professionnel qui en a pâti. Donc, je suppose que tu avais un contrat avant de commencer, mais finalement, avec toute la production qu'il y a eu derrière, voilà, tu as estimé que ce contrat n'était pas à la hauteur de ce qui aurait dû être. Ouais, c'est ça. Okay. Je pense qu'on va pas trop s'étaler dessus, mais c'est effectivement ça. Et aussi, la recherche de base que j'avais, en fait, n'est pas du tout celle qui est terminée. Donc, il y a eu une opportunité à un moment.
Et puis là, toute la question est de savoir si, moi forcément, j'estime que c'est moi qui ai généré cette opportunité, et la société estime que c'est l'inverse. Elle estime que c'est elle qui a généré l'opportunité, et puis du coup, voilà. Très bien. Alors, concernant ton après-doctorat, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé très vite? Alors, tu nous disais que oui, voilà, tu as toujours eu cette envie de créer ta boîte. Donc, est-ce que dès ta première année de doctorat, tu étais un peu focus dessus, sur comment faire voilà, pour créer ta boîte suite à ton doctorat? Et justement, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi d'ailleurs une thèse CIFRE pour avoir un peu déjà les pieds dans l'industrie, etc., ou pas du tout? En fait, ça s'est de nouveau passé par phase. Enfin, pour tous ceux qui vont faire un doctorat, vous verrez que c'est vraiment que des phases. J'ai toujours voulu créer ma boîte. Enfin, j'ai mon papa qui a fait beaucoup de sociétés, et du coup, je me suis toujours dit que j'aimerais bien essayer le truc moi aussi. Le doctorat, quand on me l'a proposé, je me suis dit que c'est une super opportunité justement d'avoir un niveau à peu près équivalent à celui d'un médecin, et parce que je voulais faire quelque chose dans le médical. Et du coup, effectivement, au démarrage, je me suis dit, ça va être une super brique pour créer une société derrière. Ensuite, pendant la thèse, je me sentais vraiment bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça s'est vraiment bien passé. En tout cas, toute la première partie, et puis même jusqu'au moment où on déposait le brevet. Mais voilà, donc je ne pouvais pas le savoir. Et je me voyais bien continuer de travailler dans la société pour apprendre encore plein de choses. Ça, effectivement, c'est ce que je voyais au début. Et par contre, ensuite, à partir du moment où je me suis rendu compte que ça divergeait vachement, et je me suis dit que ce serait plus intéressant de créer ma société, qui avait aussi une vision différente de celle qu'ils avaient. C'est une très grosse société, c'est un mastodonte, celle dans laquelle je travaillais. Je ne pouvais pas forcément répondre à toutes les demandes que demandaient les médecins, les chirurgiens, etc., moi je voyais tous les jours pendant ma thèse pour développer un implant. Il faut que vous alliez au bloc opératoire, il faut que vous alliez voir les opérations et tout. Et du coup, il y a plein de médecins que j'ai rencontrés qui m'ont souvent dit tiens, c'est génial ce que tu fais pendant ta thèse. Moi, j'ai aussi une autre idée qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Est-ce que tu voudrais pas en parler à tes responsables? Et à chaque fois que j'en parlais de ça, on me disait la même chose. On me disait nous, ça nous intéresse pas trop. On fait des plaques et des vis, et voilà. Et puis surtout, c'est pas dans le focus du gros groupe. C'est pas dans le focus du groupe. Et du coup, je me suis dit tiens, si je fais ma boîte moi, ce serait certainement un truc qui ferait que plein de petits projets, plein de milliers de petits projets. Et effectivement, c'est l'essence de la création de Bone 3D, donc la société que j'ai créée après mon doctorat. C'est ça, c'est-à-dire aller voir les médecins, leur demander, au début on a commencé par aller voir les médecins, maintenant c'est eux qui viennent nous voir, mais c'est voir quelles sont leurs idées, s'ils ont envie de développer des choses, et puis ensuite on développe un produit ensemble, on le brevette ensemble, et puis on est tous les deux rémunérés ensuite quand on va le vendre. C'est-à-dire que moi aujourd'hui on a plusieurs produits qui sont brevetés, co-brevetés avec des hôpitaux, avec des médecins, avec des fois des gens qui sont pas médecins non plus. Et Bone 3D en fait vend ensuite ses produits, et du coup on reverse une partie de l'argent soit à l'hôpital, soit aux médecins. Donc ça c'est l'essence, la base du truc, et ça a pas mal évolué depuis. Est-ce que pendant ta formation de doctorat, tu as fait des modules? Donc, quand je parle de modules, je parle des formations doctorales qu'on est obligé de faire là dans les écoles doctorales, que ce soit en scientifique ou en non scientifique, qui t'ont aidé à entreprendre, qui t'ont donné encore plus envie d'entreprendre, que voilà, tu as fait des petites formations comme ça? Alors non, moi j'ai pas fait. Enfin, si, j'en avais quelques-unes quand même. À l'ENSAM, il y a pas mal de petites formations, et puis effectivement j'en avais fait 2-3 sur l'entrepreneuriat qui étaient intéressantes, et c'est vraiment un truc qu'il faut cultiver. Le doctorat, on apprend plein de choses, et moi je pense que j'en ai peut-être pas forcément assez profité non plus. C'est-à-dire que j'ai fait un peu le strict minimum, et puis mais bon, après j'avais ma recherche qui prenait beaucoup de temps, et puis maintenant je regrette, mais c'est pas très grave. On a toujours le temps de le faire plus tard. Oui, ça t'a pas empêché de monter ta société juste après ta thèse. C'est ça. Tu fais quelque chose avec la BPI. Est-ce que c'était directeur de thèse qui t'en ont parlé, ou plutôt ton industrie, ou tu es tombé dessus par hasard? En fait, avec la BPI, j'ai fait plusieurs trucs. Okay. J'ai fait Innov. Enfin, on a proposé un dossier Innov qui est, aujourd'hui ça s'appelle plus Innov, ça s'appelle Aide au développement Deep Tech. Donc on a un projet Aide au développement Deep Tech, on a un projet Innov'Up développement, et puis récemment on a fait un projet qui s'était Relance Industrie avec la région Île-de-France. Est-ce que duquel tu veux parler? Ouais, Innov plutôt. Enfin, il s'appelle plus Innov, mais est-ce que tu peux... C'est Aide au développement Deep Tech. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as entrepris ça et comment ça s'est passé pour toi? Pas de souci.
Donc, je vais faire je vais faire une mini explication sur ce qu'est ma société, où est-ce qu'elle va. Et du coup, ça expliquera aussi pourquoi est-ce qu'on fait appel justement à aide au développement deep tech. Donc, Bonne 3D, donc, ça a été créé en 2017. Au début, on était 3 personnes. Rapidement, on a été à peu près 8 personnes fin 2019. Et aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de personnes. On a même dépassé le cap des 20 d'ailleurs, là, il y a 2 jours. On est spécialisé du coup dans la fabrication de dispositifs médicaux, la fabrication de simulateurs de chirurgie, et maintenant on fait des plateformes d'impression 3D dédiées aux services de soins. Donc on est une espèce d'usine en fait qu'on met dans l'hôpital avec des ingénieurs de chez nous qui vont être à l'écoute des médecins, à l'écoute du personnel de maintenance, etc. de l'hôpital, et qui vont utiliser l'impression 3D pour répondre à tous leurs besoins. Donc ça, c'est un résumé rapide de ce qu'est Bonne 3D. Et en fait, justement, le concours aide au développement Deep Tech, on a fait appel à ça donc via... c'est BPI France qui propose cette aide. Aujourd'hui, nous, c'est pour le développement d'un de nos produits. Donc ça, c'est le développement d'un nouveau dispositif médical qui sera une prothèse de genou imprimée en 3D sur mesure. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et aujourd'hui, ce projet en fait nous permet d'avoir un financement qui va nous permettre de recruter beaucoup d'ingénieurs. Et justement, on va certainement recruter aussi des doctorants en chiffres chez nous. C'est le fil qui tourne pour s'occuper d'un projet comme ça, qui sont des projets ambitieux et qui vont durer au moins 2 ans. Oui, j'allais te demander justement, vu que tu as fait un doctorat, est-ce que tu es convaincu par le fait que oui, il faut recruter des doctorants ou des jeunes docteurs? Alors, c'est complètement évident en fait. Là aujourd'hui à Bonne 3D, donc je vous dis, ça fait 3 ans qu'on existe. Donc moi j'étais jeune docteur forcément d'entreprise. J'ai recruté un jeune docteur dès la 2e année. Donc en 2019, on a recruté Pierre-Marc François, qui est un jeune docteur qui vient aussi des arts et métiers. Et on a une thèse CIFRE qui a démarré l'année dernière, en fin d'année dernière, qui est Maya Geoffroy, qui travaille sur un sujet chez nous. Donc moi, je suis complètement team PhD, ouais, clairement. Donc on continue d'en recruter, on en recrutera toujours, et on va continuer d'en former aussi, parce que c'est une super aventure. C'est des gens qui vont beaucoup réfléchir et qui vont beaucoup apporter à l'entreprise. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Et maintenant que je suis côté entrepreneur en plus, embaucher un jeune docteur, c'est extrêmement avantageux parce qu'aujourd'hui, vous avez le crédit impôt recherche, et du coup, pendant les 2 premières années, donc là où le jeune docteur est jeune docteur, où la société en fait va être très très aidée pour supporter le salaire du jeune docteur, et du coup, on peut vraiment rémunérer correctement les jeunes docteurs. Donc ça, c'est un critère qui est super important et qu'il faut promouvoir, il faut en parler, etc. N'hésitez pas. Et puis même si aujourd'hui vous êtes embauché dans une entreprise, peut-être qu'ils ne le savent pas ou autre, mais il faut parler du crédit impôt recherche, etc. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Tout à fait, c'est bon à savoir. Aujourd'hui, est-ce que avec ta société, vous êtes plutôt bien accompagné? Donc là, par exemple, tu as présenté un des dispositifs de la BPI dont vous avez profité. Est-ce que tu trouves que c'est facile d'avoir accès à toutes les aides que tu peux avoir, tous les dispositifs qui existent, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment difficile d'accéder à ces informations? Alors, accéder aux informations, c'est facile. C'est-à-dire que le site de la BPI et puis même les conseillers qu'on a là-bas sont vraiment très, très... ils connaissent toutes les aides, et puis en général, ils savent très bien vous réorienter. Moi, l'histoire de la toute première aide qu'on avait eue avec Bonne 3D, c'est un Innovate développement. C'était pour créer nos simulateurs de chirurgie. Cette aide-là, à la base, on avait fait un dossier, nous-mêmes, tout seul, qui avait échoué. Et en fait, notre conseillère nous a réorienté sur une autre aide sur laquelle ça a été accepté. Et du coup, non, c'est vraiment très bien fait. C'est facile de trouver l'information. En revanche, pour monter les dossiers, justement, ça demande pas mal d'expertise, ça demande énormément de temps. Monter un dossier, c'est plusieurs semaines de travail, c'est plusieurs... c'est un dossier qui fait une certaine taille. Et du coup, nous, aujourd'hui, on se fait accompagner par une autre société, qui est une société de conseil et qui nous aide à monter les dossiers. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a eu une très belle subvention de la région Île-de-France, justement, de 800 000 € dans le cadre de Relance Industrie. Là, on va installer 4 nouvelles plateformes d'impression 3D en Île-de-France. Est-ce que tu trouves que la BPI ou d'autres font de plus en plus de dispositifs pour aider les jeunes entrepreneurs docteurs? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est en vogue, qui va se développer encore plus par rapport aux années d'avant? Alors ouais, je pense qu'effectivement il y a tu parlais de iPhD tout à l'heure, il y a pas mal de, je crois qu'il y a ma thèse en 360 secondes, il y a un truc comme ça, ou 180 secondes, c'est ça. Il y a pas mal de petits concours qui commencent à émerger, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment important, et on sent l'État pousse dans cette direction. C'est vachement encourageant parce que ça montre, ça va permettre de valoriser aussi les docteurs français.
qui sont par ailleurs, en fait, c'est un peu paradoxal parce que hors de la France, les docteurs en fait les docteurs français ont une super notoriété, et en fait à l'intérieur de la France, ils en ont un peu moins. Souvent, on dit que c'est des gens qui sont surqualifiés, qui sont trop chers, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas maintenant avec le crédit impôt recherche et tout. C'est très facile d'embaucher un jeune docteur. Est-ce que tu penses que c'est ton doctorat qui t'a permis d'être un entrepreneur accompli, ou c'est vraiment ton caractère et ton cercle familial, comme tu nous l'expliquais au début, qui t'ont surtout aidé? Il y a plusieurs choses. Le doctorat, ça vous aide à prendre du recul et avoir une vision d'ensemble, ce qui est primordial pour faire de l'entrepreneuriat et pour s'occuper d'une société, parce que vous avez plein de projets différents en fait qu'il faut gérer. Donc c'est clair que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de crédibilité aussi, comme je le disais. Moi, dans mon milieu, donc dans le milieu du médical, vous avez des médecins qui sont des gens qui sont très très qualifiés et qui ont des très bonnes formations. Et parmi les médecins, vous en avez très très peu qui ont des doctorats en sciences en fait. Et du coup, le fait d'arriver avec un doctorat de sciences, parce qu'ils savent tous ce que c'est, ça apporte une vraie dose de crédibilité. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et ensuite, la deuxième partie de la question, si tu peux juste la répéter, parce que je me suis emporté. Je disais, est-ce que c'est plutôt ton caractère ou ton cercle familial, ou plutôt le doctorat qui t'ont poussé? Non, alors ça aide. Ça aide vraiment. Donc, j'ai donné plein d'arguments pour le doctorat. Maintenant, de l'autre côté, il faut avoir une dose de chance aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une super idée et des fois, il n'y a pas de chance et ça rate. Mais dans ce cas-là, il faut surtout persévérer. Ça, c'est le gros truc. Faut avoir le mental de vous dire, je fais un truc, il est peut-être pas parfait maintenant, tant pis, je me lance dedans. Et ça effectivement, c'est un truc qu'il faut avoir en soi, quoi, parce que c'est un peu la qualité qui est nécessaire pour entreprendre. Et après, c'est clair que justement, quand vous avez un cercle familial qui connaît un petit peu le milieu, etc., ou un cercle d'amis d'ailleurs, ou de conseils, c'est extrêmement valorisant, parce que c'est eux que vous écoutez, c'est eux qui vont vous donner plein de sons de cloche différents. Et puis après, avec votre esprit de synthèse, vous allez naviguer avec tout ça. Et moi, je sais qu'il y avait un chef d'entreprise qui m'avait pas mal aidé au début de la création de la société, qui me disait que c'est un peu comme une barque. En fait, vous avez plein de courants différents qui vous amènent à plein d'endroits différents, à plein d'endroits. Donc ça, c'est tous les conseils que vous recevez. Et puis vous êtes là avec votre pagaie, et puis il faut aller dans les courants qui vous arrangent, etc. pour naviguer. Donc c'est un peu ça l'image que j'ai aussi aujourd'hui de la gestion de la société. Alors, on le sait, et tu l'as très bien dit, voilà, le doctorat, ça apporte énormément de compétences et il faut les valoriser, il faut en avoir conscience. Mais maintenant que tu as créé ta société, est-ce que tu penses quand même que tu avais un certain manque dans des compétences particulières, des domaines bien précis sur lesquels tu as dû te faire aider pour la création de ton entreprise, ou même pour la gestion finalement de ton entreprise? Ah non, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous, on est, quand vous sortez du doctorat, vous êtes une bête de réflexion, une bête de gestion de projet. Par contre, la comptabilité, vous savez pas ce que c'est. La fiscalité, vous savez pas ce que c'est. Les montages de sociétés, etc., on sait pas ce que c'est non plus. Donc tout ça, moi je me suis fait coacher et j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment un super. Il faut y passer, je pense. On n'est pas formaté comme des entrepreneurs quand on est doctorant. On est formaté pour être des chercheurs. Il faut se faire aider pour passer de chercheur à chercheur entrepreneur. Pour ça, d'ailleurs, que je reviens juste aux formations des écoles doctorales, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui forment à l'innovation. Là, par exemple, à titre personnel, je vais faire une formation sur la propriété intellectuelle parce que, en plus, moi, je fais pas du tout une thèse chiffre et je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, j'ai pas le réflexe à penser propriété intellectuelle, et je pense que, voilà, il faut en tout cas regarder les catalogues des écoles doctorales parce qu'il y a de plus en plus de formations et c'est hyper important, en fait. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, c'est ce que je disais. Moi, je pense que j'en ai pas fait assez. Je les ai mal orientés. C'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs sur la qualité et tout qui étaient pas, qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Voilà. Enfin, si, c'est nécessaire. Mais voilà, avec le recul, je me dis que j'aurais effectivement tout ce qui est entrepreneuriat, etc. C'est des trucs qui sont super intéressants et ouais, faut y aller, quoi. Et une petite question bonus. Pour toi, le monde académique, c'était non depuis le début, ou est-ce que tu y as songé un petit moment? Moi, à la base, je voulais faire moniteur d'équitation, c'est ce que je t'ai dit au début. Donc moi, à la base, je voulais arrêter les études à 18 ans. Et je voulais quand même avoir le bac. Hein. Mais du coup, donc, le monde académique, à la base, c'était un très gros nom. Et puis au final, c'est un monde qui est vachement chaleureux, vachement sympa, et dans lequel c'est super cool d'évoluer. Si tu avais quelques conseils à donner à des étudiants, étudiantes ou jeunes doctorants, doctorantes par rapport à leur orientation, à leur doctorat et surtout à l'après-doctorat?
Alors, à l'orientation, il faut faire ce qui te plaît. Le doctorat, c'est 3 ans sur un sujet, mais sur un seul sujet. Donc, faut pas prendre un truc là où tu te dis, ouais, c'est super cool, et puis en fait, au bout de 5 minutes, tu te dis, bon, bah, il y a 2-3 trucs que j'aime pas, etc. Voilà, il faut y aller à fond, à 100%. Ensuite, pendant le doctorat, une fois que tu y es, il faut y rester. Il faut, faut trouver l'énergie pour le faire. Donc, il faut s'appuyer sur ses proches, etc. S'appuyer sur d'autres gens qui l'ont fait, sur ses directeurs de thèse, etc. Il faut chercher de l'aide quand il y en a besoin. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est aussi une autre qualité qu'on apprend dans le doctorat. On ne sait pas tout. Il y a plein de gens qui savent plein d'autres choses, et du coup, il ne faut pas avoir peur de leur demander. Et ensuite, pour après le doctorat, il faut faire quelque chose qui est en adéquation avec son projet de vie. Donc, c'est-à-dire que si votre objectif, c'est de découvrir des choses, dans ce cas-là, il faut rester dans la recherche. Si votre objectif, c'est de créer quelque chose, de découvrir, etc., dans ce cas-là, il y a l'entrepreneuriat, il y a le fait de devenir inventeur, entre guillemets, donc de se lancer dans une invention et puis d'aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est juste une question de choix, en fait. Vous avez les meilleures armes. Tout simplement, d'un point de vue formation, il n'y a pas mieux. Donc, il faut en être conscient. Et puis, il faut juste se dire de faire un truc qui te plaît après, quoi. Merci Jérémy. De rien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. On se retrouve très vite avec un prochain podcast de cette mini-série. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end ou peu importe quand vous écoutez ce podcast. Je vous dis à très vite, force et honneur.